Madame, Monsieur, bonsoir. Transformation digitale au menu d'éco-débat ce soir. À l'ère de la 4e révolution industrielle ou révolution 4.0, les acteurs économiques marocains sont-ils à la page? Les statistiques témoignent certes d'un saut technologique rassurant pour le Maroc, mais il reste beaucoup à faire. Et bien que d'autres statistiques montrent que les stratégies digitales coûtent jusqu'à 60% moins cher qu'une stratégie classique, les entreprises restent frileuses quant à sauter le pas. Obstacles culturels ou intergénérationnels ou manque de lead de l'État marocain, les raisons évoquées sont multiples et quand bien même volonté de digitaliser son entreprise il y a, reste à assurer son implémentation efficiente. Bref, ce soir nous allons discuter des enjeux mais aussi et surtout des clés de réussite de la digitalisation d'une PME ou TPE marocaine en compagnie de nos invités. Tout d'abord pour représenter Inouï, son directeur B2B Cloud et Cybersécurité, Sami Landoulsi, bonsoir plutôt. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bienvenue à vous sur ce plateau. Également, et cette fois du secteur privé, le cofondateur du groupe de Next, Click, Hassan Rouissi, bonsoir et bienvenue à vous aussi. Merci. Mouhsin Khdissi, bonsoir. Bonsoir Khadija. Vous êtes directeur associé d'AgriData et également professeur et consultant. Bienvenue à vous aussi sur ce plateau d'éco-débat. Merci beaucoup Khadija. Alors, le jeudi 12 décembre, Casablanca, 6e et dernière étape de la tournée nationale co-organisée entre Inouï et la Chambre de commerce et d'industrie française. 6 étapes civiles pour cette 3e édition des rencontres entreprises placées sous le thème de la transformation numérique. Quel est le bilan de cette 3e édition, Sami Landoulsi? Vous savez, c'est la 3e édition, effectivement, donc elle s'inscrivait déjà dans la continuité. C'était la 3e édition, mais la 20e date. Donc, vous l'avez dit, on a fini par Casablanca. Et donc, on a rencontré à peu près 4000 représentants d'entreprises sur ces 3 dernières années. Et ça permet à chaque fois de mesurer un petit peu la maturité digitale des entreprises avec des problématiques extrêmement diverses, puisque le tissu économique est très diversifié au Maroc. Donc, des entreprises sur la région d'Agadir n'ont pas du tout les mêmes problématiques en termes de transformation que des entreprises à Tanger, à Casa, à Fès ou ailleurs. Donc on apprend beaucoup, c'est un rendez-vous au contact, j'ai envie de dire, pour écouter, pour échanger et faire connaître aussi nos solutions et les faire évoluer en fonction des besoins des entreprises. Donc c'est un bilan extrêmement positif qui s'est achevé la semaine dernière, avec, pour rappel, donc il était structuré sous forme de débats, sous forme d'ateliers pratiques, d'accord, avec des restitutions extrêmement intéressantes. Et encore une fois, je vous dis, on a rencontré 4000 à 5000 entreprises. Donc ça représente en termes de, pour rappel, il y a à peu près 500 000 PME au Maroc. Donc les rencontrer toutes, c'était compliqué, mais on a rencontré une certaine partie qui nous a semblé, in fine, relativement représentatif du tissu économique de la PME marocaine. Voilà, donc ça c'est Est-ce qu'il y a par ville, par exemple, vous avez cité les villes de Fès, de Tanger ou encore d'Agadir, est-ce que vous avez senti quand même qu'il y a un répondant plus dans certaines villes que dans d'autres? Alors, on a un taux de présence qui augmente d'année en année. On a été un petit peu pris de court cette année par cette présence massive, donc un excellent retour de la part des PME et de présence. Donc ça, c'était une satisfaction très, très grande. Alors après, pour répondre à votre question, effectivement, les demandes et les attentes sont différentes en fonction des régions. On a eu sur la région d'Agadir, parce que vous parliez d'Agadir, des représentants c'est une région, donc vous le savez, qui travaille beaucoup sur l'agriculture. Donc on a eu beaucoup de personnes qui gèrent des cultures plus ou moins grosses. On a eu des représentants du secteur hôtelier également, donc primaire, tertiaire, secondaire également. Sur Rabat, donc on est beaucoup plus sur des administrations, c'est normal. Et sur Casablanca, on a été sur des sociétés, des entreprises de taille un petit peu plus grande. Et on est davantage sur le domaine des services. Voilà, donc effectivement, on aura probablement l'occasion d'en reparler au courant de l'émission. Mais les problématiques en termes de transformation digitale sont extrêmement différentes d'un secteur à l'autre. Alors justement, vous avez évoqué
l'exemple d'Agadir. Mohsin El-Khdissi est éditeur, n'est-ce pas, de solutions 100% dédiées à ce secteur agricole. Alors, est-ce que aujourd'hui, vous pensez que ce marché est en plein essor? Si oui, pourquoi? Et quels sont les obstacles qui, bien sûr, on parle du monde rural, naturellement, taux d'analphabétisation ou d'analphabétisme plutôt est assez élevé dans ces régions-là. Alors comment justement se porte cette transformation du secteur agricole? Alors, merci beaucoup Khadija pour l'invitation, merci à Média et un plaisir de retrouver les téléspectateurs de Média. En fait, très sincèrement, par rapport à la question du digital dans le domaine agricole, c'est une question qui nous taraude depuis pratiquement 13 ans. Donc, la société a été créée en 2006 et se spécialise dans l'informatique et dans le digital pour l'agriculture. Effectivement, chaque jour, on se réveille, on se dit, est-ce que réellement le digital est fait pour l'agriculture? Mais en fait, on a pu quand même essayer d'apporter des réponses en écoutant les agriculteurs. Moi, je trouve que l'agriculture nationale, c'est un secteur qui est très intelligent, qui profite de retours d'expérience de siècles. Et donc, du coup, en fait, oui, on peut faire évoluer des choses, mais on doit également apprendre de l'agriculture. Et en fait, les solutions doivent être effectivement adaptées au contexte d'utilisation d'un agriculteur. Un agriculteur, c'est quelqu'un qui est toujours en mobilité, qui a en fait des contextes en termes de contraintes par rapport à l'utilisation assez importantes, notamment en termes de connectivité. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, on espère qu'on aura avec Inouï, avec les autres opérateurs, une couverture encore plus importante et qui est déjà très bien, mais avec du haut débit, ce qui va permettre justement de décloisonner et d'inclure de manière plus intéressante le monde agricole, le monde rural. Et puis il y a effectivement le contexte de l'analphabétisme. Mais il y a quand même des solutions technologiques assez intéressantes. En fait, on a par exemple une solution qui permet, qui est gratuite, en fait, qui permet de faire du conseil agricole. Et en fait, l'agriculteur, il enregistre en audio. Ce qu'on a quand même constaté dans les dernières années, c'est qu'il y a quand même une certaine appétence. Parce que déjà, il y a les fils d'agriculteurs, parce que même les agriculteurs aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, ils communiquent sur WhatsApp, ils ont quand même cette capacité à s'adapter. Vu leur savoir-faire millénaire, à s'adapter en fait au contexte technologique. Il suffit que la technologie puisse leur apporter la vraie valeur ajoutée et je crois que ça, aujourd'hui, on arrive à le faire et je crois qu'avec le soutien des différents opérateurs et avec le soutien de l'État, parce que c'est important aujourd'hui, le monde rural, c'est 40% des emplois créés au Maroc. C'est pas rien et ça contribue quand même à hauteur de 13 ou 14% du PIB national. Donc c'est quand même un secteur qui est fondamental, sur lequel la digitalisation peut apporter énormément de valeur en termes de productivité, de qualité, de traçabilité et également en termes de réduction de coûts. On va certainement revenir sur les détails peut-être plus précis de ce genre de solutions qui peuvent profiter bien sûr aux agriculteurs et de manière plus globale au secteur agricole. Alors je me tourne vers Hassan Rouissi. Donc on a parlé de ces entreprises. Monsieur Lindoulsi a cité cette question de PME. Il y a beaucoup de PME qui sont des PME familiales. Est-ce qu'il est, selon vous, difficile justement de convaincre? Vous proposez des solutions également, vous proposez d'accompagner des entreprises dans leur digitalisation. Est-ce que c'est facile de convaincre notamment ces PME familiales? Ouais. Très bien. Je pense qu'il y a un moyen de les convaincre qui est très facile à utiliser, le levier du consommateur. Aujourd'hui, ce qui est intéressant dans un marché comme le marché marocain, c'est qu'au fait, nous sommes un marché où on va subir les technologies internationales. Et ce ne sont pas les entreprises, on va dire, les premières à exploiter ça, c'est plutôt le consommateur. Et donc, c'est le consommateur qui drive un peu cette évolution et cette progression. Aujourd'hui, un consommateur, même en milieu rural, par exemple, il va utiliser WhatsApp. Et donc, du coup, il a une culture digitale qui va parfois dépasser les pratiques des entreprises. Et c'est le premier driver de ce développement par les entreprises marocaines. Et donc les entreprises, dès qu'elles commencent à comprendre cet aspect-là, automatiquement, elles vont vers les voies de la transformation digitale, que ce soit la transformation des processus internes, mais aussi la transformation des expériences
qu'elles vont donner aux clients et donc au consommateur final. Un exemple concret, quand vous dites des expériences qu'elles vont donner aux clients, c'est si on pouvait visualiser peut-être on va prendre un exemple tout récent qui a fait l'actualité, c'est la vente de la billetterie en ligne. On a vu comment certains records ont été battus. C'est simple, on a en face une communauté qui est à l'aise avec l'écosystème digital, qui a une culture digitale. Le fait qu'on ait activé un service à valeur ajoutée pour cette audience, ça fait automatiquement qu'il y a un shift incroyable. Il y a énormément de besoins qui sont ressentis par les consommateurs, partout à des niveaux différents. Et donc, c'est aux entreprises de s'adapter, de suivre. Mais par la force des choses, elles vont suivre parce que le consommateur il est en train d'évoluer. Il évolue et il fait appel à des outils, à des pratiques qui sont différentes de ce que l'entreprise offre aujourd'hui. Donc, c'est un tournant que l'entreprise doit absolument... Et ce tournant, est-ce qu'il a un coût? Bien sûr qu'il a un coût. Quel est le coût de ce tournant, justement? Oui, effectivement, c'est une question qui est très pertinente. Aujourd'hui, je reviens au point que j'ai cité, à savoir le fait que le Maroc ont subi les technologies internationales. C'est à la fois une opportunité, mais aussi une menace, dans le sens où une opportunité aujourd'hui pour les PME, surtout pour les PME, il y a énormément de technologies qui sont disponibles à des coûts qui sont extrêmement faibles, même parfois gratuitement. Et en général, dans ces technologies, on va même trouver des process qui sont déjà établis dans ces applications, ces outils, qui, au fait, tirent profit et qui bénéficient de toute l'expérience internationale, même sur des verticaux très pointus. Que ce soit dans l'agriculture, le commerce, l'industrie et autres. Et donc, le coût n'est pas uniquement dans la technologie. Je pense que la partie la plus importante, c'est le fait de s'organiser, de former les équipes, d'avoir des compétences qu'il faut, de réussir la transformation et la conduite de changement aussi. Alors, Samila Ndoulsi, quels sont les enjeux et surtout les impacts, alors que ce soit sur les ressources humaines, bien sûr la technologie, puisqu'on parle de transformation digitale, quels sont justement ces impacts et enjeux de cette transformation digitale d'une entreprise? Alors, c'est une question, il faudrait probablement un débat d'une semaine sur votre plateau. Je sais que on va pas essayer possible. de contenir cela à quelques minutes. Alors, je vais vous citer quelques chiffres. Aujourd'hui, dans le monde, toutes les études montrent que la croissance de l'ICT, donc ces technologies de l'information et de la communication, c'est à peu près 25%, avec une prévision de 30% de croissance, 35% pour l'an prochain. Et les pays dans lesquels il y a ces 20% installés ou ces 25%, il y a une contribution de 1% au PIB du pays. Donc l'impact de la croissance du secteur de l'ICT à l'échelle d'un pays a un impact direct sur la croissance. Mais elle devrait atteindre les 25 à 30% annuels quand même, pour atteindre le 1 point du PIB. Absolument, mais c'est une moyenne mondiale aujourd'hui réalisée sur à peu près 150-170 pays. D'accord ? Donc premier élément. Deuxième élément, le top 20 des sociétés dans le monde aujourd'hui, la majorité viennent du secteur d'éthique. Il y a effectivement les GAFA, les Google, Amazon, Facebook, que tout le monde connaît. Il y a aussi énormément de sociétés chinoises. Il y a 30 ans, le top 20, c'était des pétroliers, des banques, des assurances. Donc, en l'espace de 20 ans, ce ranking, ce classement des entreprises a complètement changé. Et au moment où on se parle sur ce plateau, il y a des entreprises qui sont en train d'être créées et qui probablement dans 10 ans, 15 ans vont figurer dans ce top 20. Donc ça avance de façon extrêmement folle. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable levier sur il y a un véritable enjeu autour de cette transformation digitale. Il y a une opportunité énorme pour bon nombre de pays de pouvoir accompagner leur croissance grâce au digital. Alors maintenant, cette transformation digitale, est-ce qu'elle est facile à mettre en œuvre? Non. Est-ce qu'elle va suffisamment vite à l'échelle de nos pays? Non. Pourquoi? Alors, vous avez parlé des enjeux. Il y a, me semble-t-il, un premier enjeu qui est un enjeu humain. L'humain est au centre de la transformation digitale. Je vous donne 2 exemples. Au sein d'une entreprise, la transformation digitale, on préfère parler bien souvent de la transformation par le digital. Le digital étant plutôt un moyen, un outil d'arrivée. Oui. Mais je préfère parler de transformation. La transformation, elle est humaine. Quand on décide de transformer une entreprise, adresser un nouveau marché par l'intermédiaire du digital, mieux connaître, développer sa relation client, analyser des données qu'on collecte, tout ça, c'est des nouveaux métiers qui n'existent pas forcément au sein de l'entreprise, c'est de nouvelles organisations à mettre en place, c'est des nouvelles procédures, etc. etc. Donc, tout ça, c'est une aventure humaine, une chaîne qui doit se tenir la main pour arriver, in fine, à transformer l'entreprise. Ce n'est pas simple. Je vous laisse imaginer à l'échelle d'un État, à l'échelle d'un pays, lancer des projets, on parle beaucoup d'e-gov,
au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. Ce n'est pas évident, digitaliser des entreprises, c'est changer énormément de choses. Mais donc vous dites qu'en fait, vu que vous citez l'exemple de l'IGOV, c'est une impulsion aussi qui devrait être peut-être donnée par l'État. Complètement. Le rôle de l'État est fondamental. Il y a des pays comme, sur notre continent, comme le Rwanda ou comme l'Estonie, qui ont réussi à digitaliser complètement des pans entiers de l'administration. Je ne vois pas quel serait le frein, qu'est-ce qui ferait qu'on ne pourrait pas y arriver au Maroc. Mais encore une fois, c'est compliqué, c'est long, mais il faut démarrer. On est pris dans une tendance mondiale et il faut à tout prix y aller, et c'est maintenant que ça se passe. Alors, c'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant qu'on en discute également. Mohsin Lardissi, on parle d'analyse de données. Donc, je prends ce terme qui vient d'être évoqué. Est-ce que nous disposons, des outils, surtout pour le secteur agricole? Je sais que même au niveau du ministère, on commence vraiment à s'appuyer sur des études qui sont quand même très avancées technologiquement. Mais qu'en est-il sur l'impact direct sur l'agriculteur par rapport à, la collecte et puis aussi la transformation et donc l'utilisation de ces données? Alors, en fait, je voudrais quand même revenir à la question de l'impact de manière globale. Parce oui, bien que, sûr. Effectivement, souvent, on croit que le digital, c'est juste une question, en fait, une affaire d'une entreprise qui va améliorer en fait ses process et qui va peut-être mieux vendre et améliorer son commercial. Mais dans la réalité, c'est un impact sur un pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, il y a des pays qui se sont positionnés dans une logique de digital nation digitale. Et en fait, moi, je donne souvent l'exemple de la vignette. C'est un exemple qui est tout petit, très simple, qui n'a pas nécessité nécessairement beaucoup d'investissement, mais on montre vraiment la valeur. Aujourd'hui, il y a à peu près 8 millions de vignettes automobiles qui sont chaque année récupérées par les automobilistes. Ces 8 millions de vignettes qui sont récupérées, au moins c'est une demi-journée de travail qui est perdue par la personne en fait, qui se déplace pour pouvoir payer la vignette et pour pouvoir avoir son... Et en fait, dans la réalité, avec ce processus qui a permis de complètement dématérialiser ce paiement de vignette, on a gagné quelque part 8 millions de jours, en fait 4 millions de jours. 4 millions de jours par an. C'est pas rien, c'est énorme. Et en fait, au-delà de ça, il y a beaucoup d'employés qui ont été employés justement pour la recette. Récupérer ou la récolte, En fait, c'est tout ça, avec des déplacements en moins, et tout ça. Alors, moi, je donne l'exemple pourquoi, parce que cette année, je suis parmi les retardataires, j'ai payé la vignette le 31 janvier, et dans la route, et c'était à 7 h du matin, c'était même un week-end. En fait, on a la capacité de faire des choses, même au-delà du temps de l'administration. C'est extraordinaire. Donc, c'est vraiment une opportunité. Alors, c'est d'autant plus une opportunité qu'aujourd'hui, les chiffres le démontrent. Quand on regarde, par exemple, dernièrement, il y a quelques semaines, il y a eu le jour des célibataires. En fait, on ne le connaît pas parce que c'est principalement au niveau de la Chine et quelques pays du sud asiatique. En une journée, Alibaba a réalisé 38 milliards de dollars, d'euros, ce qui équivaut en fait au PIB du Maroc en 2000. PIB annuel d'un pays en 2000. Donc ça démontre qu'aujourd'hui, la puissance de la technologie permet de faire des choses extraordinaires en termes de développement économique. Et pour moi, le digital doit être au cœur du nouveau modèle de développement économique sur lequel on est en train de réfléchir. Pour revenir à l'agriculture, pour moi, clairement, si on veut en fait mettre à disposition de la technologie, l'un des éléments majeurs et phares, c'est la collecte de données. Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup, en tout cas en forme numérique. Alors, il y a des outils, le ministère fait pas mal d'efforts dans ce sens, et il y a, je crois, un besoin et un enjeu d'accompagnement de la digitalisation de l'agriculture, mais c'est clair que sans données, on ne peut pas développer... Est-ce que vous avez accès à ces données qui sont collectées par le ministère? Alors, il y a des données qui sont accessibles, il y a d'autres qui ne sont pas accessibles, je crois que tous les ministères gagneraient à faire de l'open data, et je crois que c'est une tendance, et ça fait partie du mindset. Tout à l'heure, Samy était en train de parler de l'enjeu humain, effectivement. Dans transformation digitale, il y a 90% de transformation et 10% de digital. Le maître mot, c'est la transformation. Et la transformation, c'est d'abord une transformation de mindset. C'est en fait cette capacité à partager, cette capacité à travailler en mode collaboratif, cette capacité à échanger de la donnée, à la capturer et à renforcer la prise de décision à travers de la donnée. Ça, c'est des choses qui nécessitent tout un travail au niveau de l'éducation, mais également au niveau du mindset en termes de conduite de changement, au niveau des entreprises et des administrations. Et pour revenir en fait à l'agriculture, aujourd'hui, il y a quand même des choses qui existent, notamment des éléments par rapport à la carte de la fertilité, au registre national agricole, mais il y a des choses qui sont en train d'être développées. Ce qui a été intéressant dernièrement, c'est qu'il y a eu un appel à projet pour la partie
intelligence artificielle dans plusieurs domaines, dont l'agriculture. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un enjeu pays. En 2017, pratiquement tous les pays développés, la Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, ont lancé des initiatives pays intelligence artificielle, dotées de budgets extraordinaires. Donc aujourd'hui, je crois qu'on commence, on met les premiers pas, mais je crois qu'il faut qu'on renforce, parce que l'enjeu, et ça a été également dit par Sami et par Hassan, l'enjeu c'est de pouvoir aller plus vite, de pouvoir aller jusqu'au bout et de pouvoir aller ensemble. Alors, aller ensemble, on parle de collecte de données. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'exemple marocain, on peut se comparer un peu avec ce qui se passe dans notre région? On en est où? Notamment par rapport à cette question de données. D'un point de vue réglementaire ou d'un point de vue... Non, d'un point de vue déjà collecte et transformation. Après, on attaquera la loi. Je pense il n'y a pas de benchmark particulier par rapport à la région pour donner un positionnement du Maroc par rapport à cette pratique ou par rapport à l'utilisation des données. Mais je pense aujourd'hui, dépendamment des secteurs, je pense qu'il y a une maturité qui devient de plus en plus importante et qui est quelque part drivée aussi par l'équipement des entreprises en solutions qui permettent d'exploiter effectivement, de collecter, d'exploiter et de traiter la data sur des sujets autour du CRM, par exemple, du Customer Relationship Management, où effectivement il y a énormément d'efforts qui ont été menés par les entreprises dans leur démarche de transformation digitale au Maroc. Mais est-ce qu'on dispose de data centers? Est-ce qu'on est outillé justement par rapport à cela? Suffisamment de data centers. Je sais que Inouï a lancé un grand data center. On va y revenir, mais est-ce que vous pensez que nous sommes outillés justement pour engager cette transformation digitale, malgré qu'elle repose largement sur l'humain? Mais qu'en est-il de la technologie finalement? Oui, effectivement. Il y a une dépendance qui est encore très très forte des GAFA et des différents leaders internationaux en termes à ce niveau-là. Je pense que majoritairement les entreprises marocaines vont dépendre énormément de ces data centers et de ces plateformes d'hébergement qui sont à l'international. Je pense qu'au Maroc, à mon sens, moi personnellement, je pense qu'il y a encore un chemin à faire qui est extrêmement important sur le fait de owner la donnée ici au Maroc. Et je pense qu'il y a un effort qui est à faire aussi au niveau gouvernemental pour pouvoir driver ce développement, driver cette croissance ici localement. Un mot sur cette question de data center, Sami Landolsi. Oui, en fait, pour rejoindre un petit peu ce que disait Simonsen, donc 90% d'humains dans cette transformation digitale, 10% de technique. Et sur ces 10% de technique, le cœur de cette technique, c'est la donnée. Donc il y a eu, donc le XXe siècle, on était sur la richesse était fiduciaire, était papier, c'était l'or, matière première, pétrole. Cette révolution, cette quatrième révolution qu'on appelle la 4.0 parce que c'est la quatrième révolution, puis le point zéro pour lui donner un côté digital. Donc elle démarre au XXIe siècle et le cœur, le nerf de la guerre sera la data. Donc on génère, je vous donne encore quelques chiffres si vous le voulez bien, on a généré l'an dernier autant de data en une année que depuis que l'humanité existait. Et en 2023, on aura généré le double de data qu'en 2021. C'est pour vous dire un petit peu, on est sur quelque chose de complètement exponentiel. Et donc cette data, il faut la stocker. On avait des banques pour stocker l'or et le papier et la monnaie. Aujourd'hui, cette data, les data sont stockées dans des data centers. Donc évidemment qu'il faut des data centers. Ces data centers sont encore plus sécurisés que les banques à la même époque. C'est vous dire l'importance qu'accordent les entreprises à leurs données. Et cette donnée, effectivement, il y a des données métiers, des données qui sont des données de data d'entreprise, et il y a des données personnelles. Et aujourd'hui, avec un certain nombre de lois à l'échelle des États, le GDPR en Europe, la loi 0908 au Maroc, a pour objectif d'encadrer l'utilisation que font les entreprises de ces données personnelles. Et donc, en termes de data, nous, en tout cas, chez Inouï, on pense que la souveraineté, c'est quelque chose d'absolument fondamental. La souveraineté, c'est... Est-ce qu'on peut parler de souveraineté quand on parle de data? Parce que, in fine, ça n'appartient pas à quelqu'un. Donc, le terme même de souveraineté veut intrinsèquement dire que ça appartient à une seule entité. Or, la data, c'est justement le secret de ces données, c'est qu'elles
elles appartiennent à tout le monde. Oui et non. Quand il s'agit de mon groupe sanguin, mon sexe, ma nationalité, mes préférences religieuses, mon adresse IP, je pourrais en citer d'autres, c'est des données personnelles. D'accord ? Et c'est des données qui peuvent être exploitées. Donc c'est important de savoir où est-ce qu'elles se trouvent. Les données typiquement de la CNSS ou des données de retraite des Marocains, il serait mieux de savoir qu'elles sont dans un cloud de confiance, donc dans un cloud souverain, que dans un cloud qui est sous le coup des lois fédérales américaines. Donc, c'est pour ça que les offres de cloud souveraines sont en train de se développer. On a une offre de cloud souveraine au Maroc et je pense que c'est utile et c'est important pour à l'échelle des États d'avoir des clouds souverains et d'avoir aussi des data centers, parce qu'on peut avoir un cloud souverain ou des applications souveraines, mais faut-il qu'elles soient hébergées dans des data centers de confiance. Combien de data centers disposons-nous? On en a moins d'une dizaine aujourd'hui au Maroc. Moins d'une dizaine au Maroc. C'est peu. Comparé par exemple à la Tunisie ou à... Non, on est dans l'échelle. Vous savez, il faut, pour qu'il y ait des data centers, enfin, il faut, s'il y avait 100 data centers, mais il ne faut pas qu'ils soient vides. Il faut déjà les remplir, voilà. Il faut les remplir. Voilà. Donc c'est important d'avoir des data centers et d'avoir une offre qui suit aussi la demande. Oui. C'est le cas, on est sur 7-8 data centers, dont un certain nombre, 3-4 qui sont certifiés. Donc c'est des data centers d'un niveau international et qui permettent de stocker des données en toute confiance. Et ça, c'est bien pour le Maroc, c'est bien aussi pour la rive sud de la Méditerranée, qui, là, pour le coup, ont des besoins d'étendre leur data center, qui n'a pas toujours de la place dans leur pays, et le Maroc, où un certain nombre de pays du Maghreb peuvent représenter des zones de repli pour les data centers européens également. Marcel Khatissi, je voyais que vous acquiesciez tout à l'heure pendant que M. Landoulsi parlait justement de cette question de stockage de ces data centers. Peut-être une réaction avant la pause, et surtout par rapport à ces enjeux justement de la data. Alors en fait, il faut qu'on comprenne tous que la data aujourd'hui c'est un actif économique. Et donc en fait, par rapport à un actif économique, c'est quelque chose qui peut être transformé en argent ou monétisé. En plus, c'est aujourd'hui le nerf de guerre. En fait, c'est quelque chose qui participe à la capacité, à la puissance d'un pays et d'une entreprise. Et on le voit avec les premières entreprises dans le classement mondial, c'est clairement par rapport à leurs données. Et on le voit également en termes de valorisation. En fait, quand Facebook, par exemple, a racheté WhatsApp, elle n'a pas racheté l'application, elle a racheté la donnée qu'il y a derrière. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a un enjeu de souveraineté. Un enjeu de souveraineté parce que nos données, aussi bien les données de nos déplacements, les données personnelles, nos préférences, notre profil en tant que citoyen et en tant que client, il appartient à ces grandes marques. Donc, il faut qu'on puisse effectivement avoir un niveau de souveraineté à l'échelle nationale, peut-être à l'échelle régionale, parce qu'il faut qu'on se regroupe en tant que pays maghrébin, africain, parce que c'est dans ce regroupement qu'on peut négocier avec ces GAFA, parce qu'aujourd'hui, les GAFA, sur l'échiquier du monde, le Maroc ou la Tunisie, c'est rien, c'est 35 millions. Pour eux, en fait, quand ils veulent installer des data centers locaux, nationaux, ils vont les installer dans les pays où il y a 100 millions ou plus d'habitants, et dans des régions... Donc voilà, c'est un enjeu majeur. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience par rapport à cet enjeu. Il ne faut pas qu'on ait également des data centers qui sont vides, ça a été clairement dit. En fait, aujourd'hui, il faut que ça soit drivé notamment par l'administration. Il faut qu'on crée des champions nationaux sur la partie data center qui peuvent même exporter de la prestation à l'international. Et puis, il faut qu'il y ait également de l'incitation fiscale pour la création, pour la collecte et pour le stockage de la donnée. Si on n'a pas ça, ça va être très difficile de développer tout un marché derrière. Un écosystème autour. Je vous propose, messieurs, de continuer cette discussion après cette courte pause. Merci de rester avec nous. Bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Codébat que nous consacrons ce soir à la transformation digitale. Avant la pause, cette question légale a été évoquée notamment avec vous, Hassan Rouissi. Alors, M. Landoulsi a cité cette loi qui régit un peu la protection des données personnelles au Maroc. Est-ce qu'aujourd'hui, cette loi est en phase avec, justement, les enjeux, et cette question de souveraineté de la data? Très bien. Je pense qu'il y a deux aspects à prendre en considération sur ce sujet. Sur un aspect purement national, je pense que la loi 0809 relative à la protection des données personnelles est en train de faire son chemin. Dans le tissu des annonceurs, des entreprises qui vont faire de la communication sur Internet et qui vont
éventuellement utiliser la data pour communiquer auprès du consommateur sont de plus en plus conscients des enjeux relatifs au traitement de la data. Et effectivement, nous, en tant qu'agence, on a vu plusieurs annonceurs se faire rappeler à l'ordre quelque part par effectivement le CNDP sur des sujets liés à l'exploitation des données personnelles. Donc, je ne dirais pas que nous sommes extrêmement avancés sur le sujet, mais je dis qu'il y a un avancement qui est quand même assez intéressant sur la chose et une culture qui est en train de se développer dans ce sens au niveau des organisations, au niveau des entreprises. Est-ce que cela s'est répandu aussi de la même manière au niveau des PME et des TPE? Je ne pense pas, mais en tout cas au niveau des grandes entreprises et des annonceurs qui vont exploiter de la data d'une manière très très importante, je pense qu'il y a une sensibilisation très forte. Maintenant, on a un deuxième enjeu au Maroc qui est important, qui est celui de l'ouverture des entreprises marocaines à l'Europe, notamment avec le cadre légal qui est le RGDP, et qui est un cadre légal qui est très très strict. Et ça a deux avantages quelque part. Le premier, c'est que ça permet aux entreprises marocaines qui s'ouvrent vers l'international, notamment dans le secteur de l'offshoring ou tout autre secteur, d'être conformes à ces lois-là, et qui permet de mettre en place des process et des outils de travail qui sont beaucoup plus avancés par rapport aux exigences, on va dire, locales. Et ce qui est en soi une chose très très importante parce que ça permet d'ouvrir les entreprises marocaines davantage vers les marchés internationaux, le fait d'être en phase avec ces règles-là. Et deuxièmement, de pouvoir adopter des pratiques, des process et des outils qui sont au même niveau que des pays européens éventuellement. Il y a cette notion de révolution 4.0, messieurs, là la question est ouverte à vous trois. On parle de révolution 4.0, quatrième révolution industrielle, mais est-ce qu'il y a eu le switch déjà entre la révolution 2.0, la révolution 3.0? Ça vous fait rire, pourquoi? En fait, je crois que, au Maroc, peut-être on n'est pas passé vraiment dans une phase d'industrialisation, au sens du 3.0. Absolument. Donc, effectivement, on a quelques industries qui se portent bien, mais sur la plupart du tissu industriel, on est un peu loin d'une révolution industrielle, déjà à la 3.0. Mais ça reste une opportunité. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, dans l'historique, par exemple, des pays qui ont adopté le Minitel, ça a freiné en fait l'adoption d'Internet. De même, par rapport à l'analogique, par rapport à tout ce qui est numérique. Donc, je crois que ça peut être une opportunité pour aller directement vers la version 4.0. Ceci dit, c'est vrai que, et je reviens à la question des lois, aujourd'hui, le cycle réglementaire, il est très lent par rapport au cycle technologique. Il faut qu'on se rattrape. Aujourd'hui, on commence à voir que les régulateurs sont en train de travailler sur la régulation. Mais ceci dit, il y a des lois sur lesquelles aujourd'hui on bute énormément, notamment dans le domaine comme les drones. Donc l'adoption des drones aujourd'hui pour l'agriculture, mais également dans d'autres domaines, est très avancée, alors qu'au Maroc, on est un peu loin. Sur la partie IoT, en termes de réglementation du spectre de fréquences lié au réseau d'objets connectés, là également, on est un peu loin. Mais également sur des réglementations qui sont annexes, notamment sur les réglementations des marchés publics. Aujourd'hui, la réglementation qui existe sur les marchés publics est beaucoup plus adaptée à des contextes de travaux ou de fournitures qu'à un contexte de services, et notamment services informatiques. Si on ne parle que du cloud, c'est souvent de l'abonnement, c'est souvent du paiement à la demande et selon l'utilisation. Donc, il faut qu'on puisse réformer ces codes de marché public pour qu'ils soient vraiment adaptés à ce contexte technologique. Et c'est vraiment une condition sine qua non par rapport en fait, à une avancée dans le domaine de l'administration publique sur ces volets-là. Parce que si on n'a pas d'agilité dans le domaine des marchés, si on n'a pas d'agilité dans le domaine RH, on ne peut pas avoir une agilité en termes de projet et donc on ne peut pas avoir de digital. Monsieur Langoulsi, si vous deviez peut-être rajouter quelque chose par rapport à ce switch Révolution 3.0 et surtout les réticences pour justement que ce ne soit plus un challenge mais plutôt une opportunité. Oui, y a effectivement ce qui change par rapport aux trois révolutions industrielles précédentes, c'est qu'il y a un nouvel acteur sur cette quatrième révolution, c'est la Chine. Et quel acteur, j'ai envie de dire, puisque les plus grosses boîtes high-tech aujourd'hui sont américaines, mais sont aussi chinoises. Donc on va avoir une technologie à adopter qui nous viendra aussi de la Chine. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on consomme plutôt de la technologie, on va dire, américaine ou européenne, mais on parle beaucoup de standards, vous avez parlé de drones, vous avez parlé d'IoT, de collecte de data, donc cette révolution va se faire avec la Chine. Et donc on aura le choix en termes d'adoption, en termes de partenariat, en termes d'acteurs, et ça c'est une composante qui est absolument essentielle à prendre en compte. Après, les défis à l'échelle du pays, effectivement, il y en a. Il y a beaucoup de défis réglementaires. Il faut adapter ces lois. La loi sur les données personnelles a 10 ans.
Alors c'est vrai qu'elle est en train d'être retravaillée, mais il faut absolument une nouvelle loi. L'Union européenne a sorti une loi pour un petit peu faire barrage aux lois américaines en matière de données, pour appeler un chat. Donc il faut se doter de lois également souveraines. Mais je voudrais simplement préciser quelque chose. On a parlé de souveraineté. Souveraineté, c'est plus la localisation des données. Quand on parle de données personnelles, le GDPR, donc le règlement européen sur les données personnelles ou la loi 0809, là on parle d'encadrement des données personnelles. On ne dit pas où est-ce qu'il faut qu'elles soient localisées. Elles peuvent être localisées n'importe où, de façon très sûre, à condition, quand elles se rapportent à des données personnelles d'un citoyen ou d'un résident européen, d'un résident, pas d'un citoyen, excusez-moi, il faut qu'elle obéisse à certaines lois de stockage, de protection, d'information, de droit à l'oubli, droit d'effacement, etc., etc. Il faut faire exactement la même chose au Maroc. Est-ce que ça change réellement quelque chose depuis l'adoption justement de cette loi européenne? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? On finit juste par cliquer sur accepter et puis c'est bon, quoi. Alors, je veux dire, il faut appeler un chat pour reprendre votre expression. Vous pouvez appuyer sur accepter comme vous pouvez ne pas le faire. Et si vous appuyez sur accepter, vous pouvez aussi aller lire en général les conditions générales d'utilisation. Mais sur combien d'utilisateurs les gens cliquent sur lire? Très peu, effectivement. En fait, aujourd'hui, il y a également un enjeu de prise de conscience et de sensibilisation du grand public. Parce qu'aujourd'hui, sur un téléphone, un téléphone, c'est également un album photo, c'est également son porte-monnaie, c'est beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on ne prend pas conscience suffisamment de la criticité de la donnée qu'il y a dedans et de l'importance de la mise en place de mécanismes pour la protéger. Et effectivement, souvent, on a cette tendance à cliquer suivant, oui, accepter. Et derrière, je crois que, comme on n'a pas encore de précédent juridique ou de choses qui ont permis vraiment de montrer l'intérêt, on n'a pas encore cette prise de conscience. Mais c'est très, très important pour le consommateur, pour le citoyen, de prendre conscience de ce qu'il est en train de donner comme droit aux différentes entreprises technologiques. Aujourd'hui, quand on installe une application sur son mobile, on donne beaucoup de droits. On accepte, absolument. Et on accepte beaucoup de choses. Absolument, absolument. Alors, Hassan Louissi, alors, justement par rapport à cette question et aussi par rapport à cette notion des entreprises, de partager leurs données, de partager leur bilan financier ou autre, ou non financier d'ailleurs, est-ce que ça peut constituer une réticence à cette transformation digitale de l'entreprise? Ouais. Effectivement, si on prend par exemple les éditeurs des solutions, les éditeurs de RP, de solutions qui permettent aux entreprises de dématérialiser un certain nombre de choses, il y a un phénomène qui se produit et qui est de plus en plus accentué par ces éditeurs, c'est le fait qu'on migre vers des solutions qui sont installées dans les serveurs des entreprises vers des solutions qui sont totalement dans le cloud, certes à des coûts qui sont beaucoup plus accessibles, mais totalement automatisés. Effectivement, il y a cet aspect opaque qui se met en place. Et donc, effectivement, pour un certain nombre d'entreprises, éventuellement pour des PME, on peut voir en ça une opportunité parce qu'effectivement, l'accès à la technologie, l'accès aux outils devient de plus en plus devient de plus en plus accessible, tandis que pour les grandes entreprises, effectivement, on peut voir en ça, au fait, plutôt un frein, dans le sens où, effectivement, un certain nombre de données qui sont sensibles, qui sont stratégiques pour l'entreprise, ne peuvent pas être effectivement stockées dans le cloud, dans des services éventuellement, où la donnée peut être effectivement aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Europe et dans plein de pays. Et donc, c'est un point qui est très, très important. Je fais un petit appel peut-être à Inouï avec le partenariat qu'ils ont mis en place, effectivement, pour mettre en place des solutions qui sont accessibles localement pour les entreprises marocaines sur des systèmes basés sur le cloud. Donc, je pense que l'enjeu est à ce niveau-là d'une manière spécifique. Est-ce que, peut-être quelque chose à ajouter, puisqu'il vous a interpellé par rapport à ce partenariat, n'est-ce pas? Alors, vous les accompagnez justement, ces entreprises, quand vous organisez ce genre d'événement, parce que ce n'est pas qu'une seule caravane, ce n'est pas éphémère, temporel. Est-ce qu'il y a un accompagnement sur la durée et surtout sur cette question de réticence, que ce soit au niveau managérial, mais simplement au niveau des salariés qui peuvent peut-être y voir un risque de perdre son emploi parce qu'il y aura les procès seront digitalisés, donc du coup, on n'aura plus besoin de vous.
Alors, on ne ressent pas de réticence, en tout cas, ce n'est pas le sentiment qu'on a eu. On est encore sur des... S'il fallait situer un petit peu la maturité digitale des entreprises marocaines, je dirais qu'on en est encore au démarrage. C'est-à-dire qu'on en est encore à se tourner vers les prérequis nécessaires. D'accord ? Et quand on nous demande un petit peu par où commencer, on a souvent des chefs d'entreprise qui nous disent « Ok, moi je suis tout à fait pour… » C'est une question pertinente. Mais par où je démarre, justement, par où je démarre. Alors, et souvent, donc, nous, en tant que fournisseurs un petit peu de solutions technologiques, ce qu'on explique, c'est qu'il faut déjà démarrer par deux fondations qui sont l'infrastructure. C'est le tuyau, vous savez, par lequel les flux Internet arrivent, donc la fibre optique pour être dans l'air du temps. Et puis, une fois qu'on a la fibre optique et qu'on a Internet, on a ensuite accès au cloud. Et quand on a accès au cloud, on a accès à un catalogue de solutions. On peut payer en ligne, on peut développer, si jamais c'est une société de développement, on peut acheter, on peut stocker, on peut tout faire. Donc c'est un petit peu ce colosse avec, j'ai envie de dire, des pieds sur le sol, sur l'infrastructure avec la fibre optique, et puis une tête un petit peu dans les nuages. Dans les nuages. Voilà. Mais c'est un petit peu ça le démarrage de l'aventure. Après, il ne faut pas trop garder la tête dans les nuages, parce qu'après, on a des coups. Et... voilà. Oui, non, mais vraiment. Mais il faut démarrer par ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite la deuxième étape qui arrive très vite, c'est se dire où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, quel est mon marché, est-ce que je risque de me faire disrupter, vous savez, c'est ce terme qu'on utilise pour qualifier ce verbe qui veut dire en fait se faire perturber voilà, par des acteurs venus de l'Internet et non pas venus de l'autre coin de la rue. Donc c'est que faire pour résister à cette mondialisation de l'économie, ces acteurs qui sont des acteurs maintenant transfrontières, et comment développer mon marché, comment mieux connaître mes clients, etc. etc. Donc ça démarre, c'est absolument pas technologique, la démarche est complètement humaine, c'est une démarche j'ai presque envie c'est presque du marketing, de la connaissance du marché, de l'intelligence, de la réflexion et de l'innovation. Et puis à un moment donné, on va se dire quels moyens digitaux existent ou quels moyens numériques existent pour mettre en œuvre cette transformation. Et puis évidemment, il y a l'aspect humain qui rentre très vite en ligne de compte, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est une aventure humaine. Comment dépasser, pour terminer, mot de la fin pour un peu synthétiser, comment dépasser les freins, les lacunes, les obstacles à une transformation digitale efficiente au Maroc? Merci Lertis. Alors, je crois que parmi les points de départ, à mon sens, qui sont essentiels, c'est en fait donner plus de pouvoir aux jeunes. Parce que les jeunes sont par définition digitaux. Ils sont nés digitaux et donc ils sont plus à même de développer des solutions et des choses intéressantes dans le digital. Donc moi, je dirais que l'une des étapes majeures, aussi bien à l'échelle de l'administration qu'à l'échelle des entreprises, c'est plus on donne du pouvoir aux jeunes, également aux femmes, parce que les femmes, la transformation digitale, ça se conjugue au féminin. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un peu l'historique, en fait, avant, c'était des métiers d'agriculture, c'est des métiers d'industrie qui nécessitaient beaucoup d'efforts physiques et l'homme était beaucoup plus présent. Après, on est parti sur des métiers intellectuels où l'homme et la femme étaient à égalité. Et aujourd'hui, on part vers des métiers qui sont beaucoup plus dans la créativité, beaucoup plus dans l'intelligence émotionnelle, où la femme va prendre toute la place qu'elle doit. Et donc derrière, il faut vraiment partir de là. Deuxième élément, je crois qu'il ne faut pas partir sur des stratégies long terme. Parce que la technologie change tellement vite, et donc il faut essayer de travailler sur des quick wins, sur et là on a vu en fait il y a de l'intelligence marocaine même dans ce sens. Moi j'ai vu en fait un cas, quelqu'un qui vend de l'or, des bijoux, un bijoutier Stats, qui a construit un réseau de distribution sur la base de live Facebook. Et c'est assez extraordinaire, c'est gratuit, ça ne coûte rien, mais en même temps, c'est de l'intelligence, c'est du génie marocain. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, quand on revient, j'étais à l'étape d'Agadir pour en fait, la tournée, la caravane, et en fait, j'ai découvert par hasard que le mot Agadir vient de Igoudel. Igoudel, c'était quoi? C'est des greniers collectifs sécurisés, c'est le data center d'avant. Donc on a inventé le data center, malheureusement, c'était pour des denrées alimentaires. Là, aujourd'hui, en fait, on a la capacité de réinventer des choses intéressantes à la marocaine,
sur lesquels on peut capitaliser et sur lesquels on peut construire une économie du savoir. Donc ça, c'est deux freins. Après, il y a des freins. Alors il y a les freins réglementaires, les freins de mindset, mais ça, c'est de l'accompagnement. Je crois aujourd'hui, il y a quand même une institution à l'échelle gouvernementale qui est l'ADD, l'Agence du digital, qui travaille sur ça. Il y a eu très dernièrement un séminaire, des formations pour l'ensemble des administrations, pour de la prise de conscience de l'importance du digital, mais également pour inculquer ce mindset digital qui est fondamental à toute transformation. Mais qui commence très tôt surtout. Donc est-ce qu'on pourrait avoir aussi ce défi d'emploi qualifié, de personnes qualifiées pour opérer ces transformations digitales? Un point très important, parce qu'elle dit donner du pouvoir aux jeunes. Est-ce que nous disposons aujourd'hui de ces jeunes qualifiés qui peuvent prendre le pouvoir, prendre le lead, j'ai envie de dire, pour justement qu'on puisse être une nation qui aspire vraiment à une vraie digitalisation de son économie? Aujourd'hui, je pense que l'ensemble des opérateurs du secteur le sentent très très bien, surtout au niveau des services IT et des services des agences en général qui opèrent dans le digital. Il y a une vraie problématique de compétences au Maroc. Il y a aussi une fuite des cerveaux qui est avérée et qui est réelle. Aujourd'hui, on le sent, les entreprises perdent des compétences, perdent des ressources au profit effectivement d'autres pays destinations de Digital Nation, effectivement, qui sont en demande. Et donc, il y a cette fracture qui est en train d'être créée sur le marché marocain et qui cause effectivement du tort pour le tissu national, pour le développement national et pour les entreprises, pour les PME, effectivement, nationales. Donc, sur ce point, je pense qu'il y a un travail qui doit être fait d'une manière très, très sérieuse et je pense que les opérateurs de formation doivent aussi travailler main dans la main avec les opérateurs économiques pour effectivement pouvoir offrir de la ressource qualifiée sur le marché pour les entreprises. Heureusement, je veux dire, pour le Marocain, et ça je pense que le Marocain l'a compris aussi, il y a énormément de sources d'information, de sources de formation. Même les dirigeants d'entreprise, nous en tant on va se considérer comme une PME, on bénéficie aujourd'hui de programmes de formation qui sont totalement en ligne, totalement sur le cloud, pour faire monter en compétence nos différentes ressources. Je pense que les entreprises doivent aussi être conscientes de ces aspects-là pour faire monter en compétence les différentes ressources qu'elles ont. On terminera avec, vu que Samir Ndoussi, vous êtes directeur donc B2B Cloud et cybersécurité chez Inouï. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous occuper de cette question de sécurité par rapport, vous avez évoqué le cadre légal. Pour terminer, cette question de sécurité est-elle un frein ou plutôt une opportunité? Alors c'est quelque chose en tout cas à prendre très au sérieux, puisque à l'heure où on parle, il y a à peu près 45 000 cyberattaques qui sont en train d'avoir lieu, dont 10% qui sont graves. Donc à l'échelle des États, des sociétés, des hôpitaux, tout le monde est concerné. Donc c'est vraiment un problème qui évidemment, j'ai envie de dire qu'on a développé Internet et un des mauvais côtés d'Internet, c'est vrai qu'il apporte beaucoup d'avantages, mais un des véritables points noirs, c'est cette cybersécurité qui est absolument nécessaire parce que les cyberattaques n'épargnent personne. Aujourd'hui, j'aime à dire que le monde des attaques cyber est emprunté du vocabulaire de la guerre. On parle de cyberattaques, de cybermenaces, etc. Donc c'est à prendre très au sérieux. C'est un défi majeur. D'autant qu'on a parlé tout à l'heure des enjeux humains de cette transformation digitale. Aujourd'hui, il y a à peu près 3 à 4 millions. C'est le nombre de postes de cyber-ingénieurs dans le monde qui ne sont pas pourvus. Donc il y a un déficit qui est absolument énorme d'ingénieurs ou de techniciens qualifiés en analyse d'attaques cyber. Donc ça va être compliqué. Il va falloir faire attention. Il y a énormément d'outils qui existent, mais il y a aussi beaucoup de précautions à prendre. 50% des attaques, quand on les répertorie, dans 50% des cas, c'est des facteurs humains qui ont créé le terrain propice à l'attaque. Alors c'est vrai que les surfaces d'attaque augmentent parce que les entreprises sont de plus en plus connectées à Internet, pas que les entreprises, nous tous. Il faut accroître sa vigilance et ça passe énormément par des formations, par des
des plans, des plans qui peuvent être mis en place à l'échelle des entreprises, même des petites entreprises, des chartes de sécurité, des chartes de bonnes pratiques, de bonne conduite, ne pas se mettre une clé USB dans son ordinateur du travail, ne pas donner son ordinateur à son fils pour regarder des dessins animés, s'il s'agit de l'ordinateur, du laptop du travail également, avoir des mots de passe suffisamment sécurisés, avoir des équipements réseau également avec des mises à jour récentes. Ça part du basique vraiment. Ça part de, j'ai parlé de bonne conduite, charte, éthique, et ça fait rempart déjà à 50% des attaques. Donc c'est déjà pas mal, et puis sur les 50% restants, c'est des dispositifs un petit peu plus compliqués, des dispositifs techniques, des dispositifs de cybersurveillance. Il en existe un certain nombre au Maroc. Inouï est un des acteurs dans ce domaine. Donc il faut faire attention, il ne faut pas, quand il pleut ou quand il fait froid, il faut sortir couvert. C'est exactement la même chose en termes de cybersécurité. On va finir sur ce conseil de sortir couvert. Samy Landoulsi, merci beaucoup. Merci à vous. Mohsin Lardissi, directeur associé d'AgriData. Merci à vous aussi d'avoir participé à ce débat. Hassan Rouissi, cofondateur du groupe The Next Clip. Merci à vous aussi. C'était en tout cas un plaisir d'échanger avec vous sur ce thème majeur et ô combien vital, n'est-ce pas, pour notre économie, qu'est la transformation digitale. Voilà, c'était Éco-Débat. Très bonne suite des programmes sur Média TV.